Près de 6% de la population française souffre de diabète de type 2 et ce chiffre ne cesse d'augmenter à un point tel que cette maladie est qualifiée d'épidémie au niveau mondial. La preuve en chiffres, plus de 500 millions d'adultes sont touchés dans le monde. Il devrait être près de 800 millions en 2045. Premier facteur de risque de ce diabète, c'est l'obésité, 80% des obèses étant en effet diabétiques. Or, l'obésité, elle aussi, est une affection dont la fréquence ne cesse d'augmenter. En France, plus de 8 millions de Français sont concernés et dans le monde, c'est 1 milliard de personnes touchées. Une avalanche de chiffres pour que vous mesuriez bien l'énorme intérêt que peuvent présenter des médicaments qui traitent et le diabète et l'obésité. C'est le cas des molécules devenues célèbres comme l'Ozempic, le Wegovy, le Mounjaro ou encore le Trulicity. Molécules tellement célèbres qu'elles sont détournées de leur usage initial. Comment les a-t-on découvertes? Comment fonctionnent-elles? Quels sont leurs bénéfices, leurs risques? Le danger à les utiliser hors prescription? Et puis leur promesse ne s'arrête pas à traiter diabète et obésité, puisqu'on parle aujourd'hui d'un éventuel effet sur l'arthrose ou encore même la maladie d'Alzheimer. Alors pour faire le point le plus actuel sur ces médicaments, nous sommes avec le docteur Diana Kadouche. Diana Kadouche, bonjour. Et bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, médecin du sport, spécialiste de l'obésité. Alors, on va faire le point sur ces médicaments que beaucoup veulent se faire prescrire à bon ou mauvais escient, mais il faut comprendre comment ils fonctionnent, d'où ils viennent. Et avant qu'on ne commence, je précise juste que vous n'avez aucun conflit d'intérêt avec les laboratoires qui produisent ces médicaments. Merci beaucoup. Ça, les choses sont dites. Exact. Parlons déjà de la maladie pour laquelle ils ont été développés, puisque tout est parti du diabète de type 2. Est-ce qu'on peut rappeler de quoi il s'agit et en quoi c'est dangereux le diabète de type 2? C'est une très belle introduction. Déjà, on va définir ce que c'est le diabète de type 2, le diabète sucré. On va partir d'un concept simple, je vais vous le simplifier au maximum pour comprendre les médicaments. Tout part de ce qu'on appelle le principe de l'insulinorésistance. Dans notre corps, il y a un organe que vous connaissez, qui s'appelle le pancréas. Son travail, c'est notamment, parmi d'autres choses, de sécréter de l'insuline, qui est une hormone qui, normalement, ordonne aux cellules et donc au sucre de rentrer dans les cellules. Alors je vous rappelle que le sucre, c'est important, c'est l'essence de notre voiture, on en a besoin, donc il faut le faire rentrer ou le stocker quand il y en a trop, mais c'est le travail de l'insuline. Et dans le diabète, il y a ce qu'on appelle l'insulinorésistance. C'est une défaillance, en fait, une forme de messager qui n'est pas écouté par nos cellules. Alors l'image claire, c'est, vous avez la clé, mais elle est rouillée. La serrure, elle ne veut pas rentrer. Donc, qu'est-ce qui se J'aime passe bien dans le ça. diabète? Pas mal. Donc, le diabète n'arrive pas du jour au lendemain. Il arrive petit à petit. Et comment? Alors, le pancréas ne se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va multiplier les clés. Bah oui, il faut que ça rentre. Donc, on a ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. Une augmentation de l'insuline qui marche au début, puisque votre taux de sucre reste stable. Donc, ça passe sur les prises de sang que vous faites. Mais on voit que ça monte. Au bout d'un moment, malheureusement, eh bien, ça déraille. Il n'y a plus assez de clés, les serrures ne sont toujours pas effectives. Et on arrive au diabète. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Et on va voir justement qu'à partir de là, eh bien, vont être développés beaucoup de médicaments sur ce sujet-là. Et diabète, il faut le traiter parce que c'est dangereux. Effectivement, parce que c'est dangereux, parce que cette accumulation de sucre, en réalité, l'image aussi, je veux toujours transmettre des images. C'est comme si ça caramélisait vos tissus. Donc ça va caraméliser, par exemple, ce qu'on appelle la glycation. On va commencer par les petits vaisseaux. Donc c'est pour ça que dans le diabète, le risque, par exemple, c'est les yeux. On surveille les yeux. On va surveiller, par exemple, les nerfs, les pieds. On va commencer à surveiller aussi le rein, comment il filtre. Et puis, au fur et à mesure, il va commencer à toucher les gros vaisseaux. Et là, eh bien, c'est le cœur. Par exemple, les maladies cardiovasculaires ou encore les AVC. C'est une maladie silencieuse, le diabète. Ça vient petit à petit. Donc c'est important qu'on la suive et puis qu'on empêche son développement. Je le disais, 80% des obèses sont diabétiques. C'est quoi ce lien? Comment on explique ça? Et oui, on l'appelle communément chez nous la diabésité. Il y a bien un lien. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu une image erronée très longtemps du tissu graisseux, ce qu'on appelle le tissu adipeux chez nous. Longtemps, on pense que c'est un stock. Bon, c'est pas esthétique. Non, non, non. Le tissu adipeux, le tissu graisseux, c'est un vrai organe hormonal, c'est-à-dire qu'il parle. Il parle en permanence. Et malheureusement, il va sécréter des hormones dites inflammatoires, notamment les cytokines. Et qu'est-ce que ça fait, ces hormones? Eh bien, ça vient participer à l'insulinorésistance que je vous ai expliqué dès le début. Donc finalement, vous avez aggravé la situation par ce tissu, notamment près des viscères, qu'on appelle intra-abdominal. Et finalement, c'est associé, ça aggrave la situation. Donc il y a un vrai lien entre l'insulinorésistance du diabète et l'obésité. Mais il y a aussi des obésités seules. Il y a des obésités bien sûr seules. Ce n'est pas parce qu'on est en situation d'obésité que l'on est forcément diabétique, attention. L'obésité, et c'est là où je vais peser mes mots, c'est important que ce message soit transmis. Le diabète, on le sait tous, c'est une maladie chronique. Eh bien, l'obésité, seule, est une maladie chronique. Il faut absolument comprendre son mécanisme à l'obésité en elle-même.
L'obésité, alors notre corps, il a des hormones de faim et de satiété qui sont sécrétées partout. Par exemple, on a la leptine qui est sécrétée au niveau du tissu graisseux de notre corps. La leptine, c'est logique, si on prend du poids finalement, eh bien la leptine monte, ok, c'est un message de satiété, elle a envie d'être transmise au niveau du cerveau pour dire j'ai pris du poids, t'as pas besoin, t'as pas faim. On a d'autres hormones très importantes, la gréline, qui est une hormone de la faim au niveau de l'estomac, ou encore la GLP-1, dont on va parler justement au niveau de l'intestin. Et tout ça, c'est un concerto d'hormones qui, normalement, contrôle nos sensations de faim et de satiété. Et dans l'obésité, c'est ça le message, il faut comprendre que c'est un problème central au niveau du cerveau. Ce n'est pas un problème de volonté, on Ce ne répétera n'est jamais assez. Voilà, par C'est pitié. une maladie. C'est une vraie maladie, ce n'est pas une maladie de la volonté, ce n'est pas un manque d'assiduité, c'est une vraie maladie neurologique centrale. Ces hormones de satiété sont mal perçues au niveau du cerveau. C'est ce qu'on appelle notamment le food noise, le bruit alimentaire. Les personnes qui souffrent de cette pathologie n'ont pas la faculté d'arrêter ce bruit comme un acouphène permanent dans sa tête. Alors, cette hormone que vous avez évoquée effectivement, qui a été découverte, et c'est ça cette grande découverte, l'hormone intestinale, le GLP-1. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire des médicaments à partir de ça qui imitaient cette hormone humaine. Elle agit comment? Alors la GLP-1, c'est une hormone qui est sécrétée au niveau du tube digestif, au niveau de l'intestin. Alors elle a un mécanisme fascinant. Elle a plusieurs effets. Le premier, on l'a vu, c'était au niveau du pancréas. Mhm. Elle va demander au pancréas de sécréter de l'insuline, mais cette fois-ci, et d'ailleurs contrairement à d'autres médicaments que l'on met dans le diabète, c'est la première fois qu'elle est de manière intelligente. On appelle ça l'effet incrétine au niveau du tube digestif. C'est-à-dire qu'elle détecte la montée du Mhm. sucre, c'est-à-dire l'arrivée du repas en quelque sorte, et elle va donner l'ordre au pancréas de sécréter l'insuline. Donc c'est quelque chose qui est sensible Mhm. et intelligent. Elle va aussi diminuer la sécrétion du glucagon. Le glucagon, c'est par exemple la libération du sucre au niveau du foie. Donc en même temps, elle pousse et elle freine. C'est extraordinaire. Deuxièmement, elle va demander au tube digestif de ralentir sa digestion, ce qu'on appelle la diminution de la vidange gastrique, le ralentissement. Et enfin, elle a un effet au niveau du cerveau, puisque la GLP-1, c'est un effet de satiété central au niveau du cerveau, qui a un effet du coup de coup de faim, mais aussi un effet potentiellement sur ce qu'on appelle le circuit de la récompense, les récepteurs dopaminergiques, et ça aurait même finalement un effet sur ce choix alimentaire presque plus intelligent et moins compulsif. Assez extraordinaire, il faut bien le reconnaître. Alors, des médicaments ont donc été développés qui imitaient cette hormone. Il y en a eu plusieurs, jusqu'à l'arrivée de fameux Ozempic, puisque c'est quand même celui qu'on connaît le mieux. Euh, D'emblée, parce qu'on va parler évidemment obésité, mais d'emblée, ça a montré son intérêt pour le diabète en faisant baisser cette glycémie, ce taux de sucre dans le sang. Oui, alors ce n'est pas le premier, hein, Oui, oui. l'Ozempic. Alors C'est le plus connu de cette voilà, série-là. je vais parler que en noms commerciaux. C'est Oui. important que vous l'entendiez, c'est plus simple pour vous. C'est le sémaglutide, on appelle ça l'Ozempic ou le Wegovy, on reparlera de ça, et le tirzépatide qui est le Mounjaro. Je vous avoue, c'est des Ça, c'est noms à fait. jouer au Ça, Scrabble. c'est fait. Ça, c'est fait. Mais on va juste se servir des noms commerciaux aujourd'hui. Donc, il y a eu beaucoup de ces molécules dans le passé, et toujours actuelles d'ailleurs, dans le diabète. Il faut bien comprendre, ce n'est pas la seule. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'équilibre du diabète, notamment ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. C'est un marqueur que votre médecin va demander pour surveiller l'évolution du sucre des 3 derniers mois. C'est pas juste la glycémie à C'est ça. jeun. C'est je suis capable de remonter le temps et de voir votre équilibre dans la journée des 3 derniers mois. Eh bien, c'est un des effets déjà qui était très important, bien plus important que ces autres confrères, j'ai envie de dire, de l'arsenal thérapeutique. Deuxièmement, la perte de poids. Et oui, la perte de poids, on avait un premier qui s'appelait le Saxenda ou le Victoza dans le diabète, qui faisait perdre 8%. Et là, on commence à avoir des pertes de poids bien supérieures, notamment avec le Wegovy, qui tourne autour de 14%. Et enfin, c'est ce qui est, et là c'est majeur, et on en reparlera plus profondément, je pense, après, c'est l'effet sur le cœur. Et c'est ça qui a vraiment été révolutionnaire, c'est que non seulement, oui, nous on regardait l'effet sur le diabète, le sucre, mais pour la première fois, on a eu des études très importantes sur l'effet cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'il y a un effet protecteur pour le cœur. Oui. Et là, une des premières études, c'était sur un composant qu'on appelle chez nous le critère MACE. C'est un critère composite qui réunit la mortalité, toute maladie cardiaque confondue, l'infarctus, les AVC. Et dans les études, on a eu une diminution pour le sémaglutide de 26% des événements. C'est incroyable. C'est incroyable chez les patients diabétiques. Donc non seulement c'était sûr, safe, j'allais dire sécure, de mettre ce traitement, mais on était en train, en fait, bien plus loin que juste équilibrer le diabète, c'était sauver des vies.
C'était, on a amélioré, on va diminuer le risque cardiovasculaire. Et puis, et hors diabète dans Mhm. l'obésité, on a eu à nouveau des chiffres qui sont sortis chez les patients en obésité sans diabète, ce qui n'est pas rien. Oui. Et chez les patients qui ont déjà eu un problème cardiovasculaire, il y avait une diminution de 20% de récidive, par exemple, d'infarctus, de toute D'accord. coronaropathie. Donc, c'est des chiffres importants. Alors effectivement, vous avez cité plusieurs molécules qui ont été développées, comme le Wegovy, le Mounjaro, plus spécifiques pour la perte de poids. Juste, c'est quoi leur différence? Parce on s'y perd un petit peu, honnêtement. Très simplement, l'Ozempic, c'est pour les diabétiques, Mhm. retenez ça. C'est-à-dire si vous n'êtes pas diabétique, ce n'est pas l'Ozempic, vous ne pouvez pas l'avoir. Il est réservé aux diabétiques. Deuxièmement, le Wegovy, eh bien c'est l'Ozempic, c'est la même molécule, mais à des doses plus importantes. Dans l'obésité, D'accord. c'est seulement pour les patients en Ok. obésité sans diabète. Et enfin, le Mounjaro, c'est l'autre molécule qui associe d'autres choses d'ailleurs. Alors je précise que ces médicaments, en plus de l'effet protecteur sur le cœur, ont montré un effet sur le foie, sur le rein, Oui. sur les apnées du sommeil, qui sont des conséquences chez les grands obèses. Donc beaucoup d'effets protecteurs. Avant de parler de leurs effets secondaires, parce qu'ils existent, hein, on va dire que ces médicaments ne sont pas la solution miracle à l'obésité. Écoutez ce que dit Alain, qui est diabétique et obèse et qui a pris un de ces produits et qui témoigne dans le téléphone sonne sur France Inter. Moi, je voulais mettre l'accent sur le fait qu'un médicament à lui seul ne permet pas forcément de maigrir de façon pérenne. Moi-même étant en situation d'obésité, je pense que la vision médicamenteuse ne se suffit pas à elle-même en fait. Il y a l'aspect psychologique qu'il faut prendre en compte, l'aspect nutritionnel et l'aspect sportif. Je veux dire par là la condition physique. Votre réaction à ce témoignage? Merci déjà, vraiment, c'est important. Pourquoi je dis que c'est important? Ce médicament, n'est pas magique, c'est une idée magique d'ailleurs de penser que c'est ça Oui. qui va résoudre, le problème. Et deuxièmement, c'est même pas moi qui le dis, c'est la Haute Autorité de Santé, c'est, le groupe de coordination, et de concertation autour de l'obésité des CSO, on appelle ça des centres spécialisés de l'obésité. Vous pouvez tout ça, c'est accessible sur internet. Vous verrez, ça fait partie d'un protocole, en fait, complet, une Mhm. coordination, un parcours de soins. Dedans, il y a qui? Alors, il y a le médecin traitant, bien entendu. D'ailleurs, on a un petit peu structuré, ça vaut le coup de lire ça. Il y a le médecin traitant, il y a les spécialistes de l'obésité, les endocrinologues, les médecins nutritionnistes, et il y a aussi les centres qu'on appelle CSO, centres Mhm. spécialisés de l'obésité, dans les hôpitaux publics, mais aussi en privé. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend en globalité cette maladie. Parce que c'est pas, effectivement, c'est déjà une modification du mode de vie alimentaire, Mhm. c'est une modification avec reprise de l'activité physique, c'est la souffrance psychologique, parce que toute une vie où on vous reproche de prendre du poids en vous disant que c'est vous qui manquez de motivation et les conséquences aussi sur sa santé, c'est difficile. Voilà, c'est un ensemble de choses. Et, voilà, par exemple, moi je dis souvent l'amalgame que je fais, mais si vous étiez asthmatique, vous voyez un pneumologue, a priori, il vous engueule pas d'être asthmatique, on est bien d'accord, hein? Non, mais oui. Alors Eh oui, oui, si vous fumez la chicha, on va vous demander d'arrêter, oui, mais c'est une prise en bien sûr. charge globale. On va faire des tests, on va vous demander de faire de l'activité physique, d'améliorer l'asthme et d'arrêter la chicha. Donc voilà, c'est un peu, Mhm. c'est grotesque de penser que le médicament est une idée magique et que ça Tout à va fait. résoudre la maladie. Voilà. Alors, on parle de continuer l'activité physique. C'est particulièrement important, effectivement, avec ces médicaments parce qu'ils ont, on va voir quels effets secondaires ils ont, mais parmi ces effets secondaires, il y a une perte de muscle. Oui, et d'ailleurs, on va voir que c'est justement les recherches et les futurs médicaments à venir. On a une perte de gras, d'ailleurs, c'est tout à fait l'intérêt, on l'a vu pourquoi, parce que ce gras est dit lipotoxique, mais on a une perte de muscle, comme d'ailleurs toute perte de poids de manière Mhm. générale, des régimes que vous avez pu faire. Eh bien, on a dans les études, en tous les cas, jusqu'à 30%, voire plus, selon l'accompagnement, d'ailleurs, Oui. ça compte aussi, 30% de perte de masse musculaire. Ouais. Et puis les troubles digestifs aussi qui peuvent être importants. Oui, les troubles digestifs, c'est d'ailleurs l'un des freins à ce médicament et c'est pour ça que l'explication, l'accompagnement et le suivi du coup est important. Le GLP-1, je vous rappelle qu'il ralentit la vidange gastrique. Donc l'effet par là, ça va être une sensation de pesanteur au niveau de l'estomac, sensation de j'ai mal digéré, nausées, vomissements possibles, et puis diarrhée ou au contraire à l'inverse de la constipation. Maintenant, la plupart de ces effets vont se dissiper avec le temps par un effet qu'on appelle la désensibilisation des récepteurs. Donc, c'est important d'être suivi, de ne pas le prendre tout seul et n'importe comment, puisque les médecins le savent très bien. Ça s'appelle le go low, go slow, c'est-à-dire on commence par une dose minimale et on Monte prend son progressivement. temps et on essaie de trouver la dose parfaite Il faut pour le préciser que patient. ce sont des injections hebdomadaires que se font les patients eux-mêmes. Exactement. Euh,
est-ce que la perte de poids pour les personnes obèses est la même selon s'ils ont un diabète ou pas? Non, effectivement, par des mécanismes complexes, mais les chiffres, par exemple, pour le Wegovy, c'est une perte de 14 chez les patients en situation d'obésité dans les études. Et dès qu'on passe à un patient diabétique, on chute autour plutôt de 10 voire moins. C'est le mécanisme, notamment des diabètes et de l'ancienneté du Mmh. diabète qui rentre en jeu. Et par exemple, pour le tirzépatide, l'autre molécule, le Mounjaro, excusez-moi, ça peut monter quand même jusqu'à 22 de perte de poids, mais pareil, c'est variable malheureusement avec la présence du diabète. Pour être bien clair, quand on est diabétique, on prescrit de l'Ozempic. Mhm. Pour un problème d'obésité, Wegovy ou Mounjaro. Exactement. On est bien d'accord. Est-ce que les ados obèses peuvent bénéficier de ces traitements? Bien sûr, les adolescents ont la possibilité. Alors, c'était 2 médicaments. C'était le Saxenda qui commence à être retiré aujourd'hui parce qu'il perd moins que les nouveaux. Et aujourd'hui, c'est le Wegovy qui a l'autorisation. Maintenant, on est bien clair là-dessus. La mise donc c'est autorisé à partir de 12 ans. La mise sous traitement des patients adolescents est réservée aux spécialistes et aux experts de l'enfance. D'accord. C'est-à-dire, ça se fait généralement plus dans les centres spécialisés de l'obésité pédiatrique et on réserve, et c'est vraiment une décision collégiale en fonction des complications qui sont déjà présentes, de plein de choses. Et vous faites les transitions mieux que moi, parce que j'avais demandé qui a le droit de prescrire ces médicaments. Alors aux adultes, qui a le droit de prescrire? Alors, il y a une histoire qui est quand même à préciser parce que depuis 2022, vous savez que au début, tout le monde a commencé à être intéressé par ces Oui. médicaments et on a subi la vague déjà de la demande et donc on avait des problèmes d'approvisionnement pour les patients diabétiques et donc de leur instaurer le traitement. Et après, malheureusement, des mésusages, c'est-à-dire des prescriptions chez des patients non diabétiques qui arrivaient à choper l'Ozempic. Donc on a eu des problèmes. Quand on est arrivé au Wegovy ou Mounjaro, par peur de revivre cet événement qui n'était pas très appréciable pour nous, on a décidé, enfin c'est l'agence, pas on, l'agence de sécurité du médicament a instauré des règles au début qui disaient, voilà, je vais limiter l'indice de masse corporelle accessible pour les patients en obésité non diabétique et surtout, pas tout le monde peut le prescrire. Pourquoi? Parce que on a besoin d'être sûr qu'il n'y aura pas de carence médicamenteuse. Depuis juin 2025, ça a été réouvert et maintenant, on peut les prescrire tout spécialiste confondu. Maintenant, voilà, tout spécialiste qui connaît l'obésité et qui sait qu'il va devoir trouver du temps dans son programme. Parce que c'est un accompagnement. Ah oui, c'est un accompagnement. Il faut réévaluer tout le temps les nouvelles doses. Donc, c'est du temps et voilà, il ne faut pas le prescrire à l'aveugle. Vous l'avez dit, hein, il y a eu effectivement un engouement pour ces produits qui pris par des personnes qui voulaient perdre 3-4 kilos, qui souvent les achetaient sur Internet. Alors déjà, il y a quoi comme risque à acheter sur Internet et quoi comme risque à prendre ce médicament quand on n'en a pas besoin? Alors déjà sur internet, on a le problème effectivement de, est-ce que vraiment vous êtes en train d'acheter un analogue de GLP-1? On a des cas d'insuline qui ont été retrouvés dans les stylos qui ont été vendus. Je vous rappelle que l'insuline, ça fait chuter le sucre, ça fait des hypoglycémies et ça peut mener, au coma et à la mort. Donc vraiment, on vous déconseille d'acheter hors parcours, des pharmacies et de la prescription médicale. Et deuxièmement, on ne sait pas non plus ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire on peut retrouver des bactéries, on ne sait pas la dose réelle que vous pouvez recevoir, donc ce n'est pas du tout surveillé. Et c'est mal surveillé puisque les patients, je comprends, ne le déclarent pas tout le temps par honte et du coup on n'est pas capable. Le risque à prendre un médicament dont on n'a pas besoin. Et Ce le risque, médicament. c'est l'agence de sécurité du médicament, c'était la visée esthétique. Aujourd'hui, on soigne des maladies. On vient remplacer une hormone qui est déficitaire, qui a un problème chez des patients auxquels on a identifié finalement une logique biologique, voilà, scientifique. Ce n'est pas pour avoir quelques mois, pour perdre du poids, pour être à la plage, pour avoir une compétition de sport. Et donc, on rentre dans ce qui s'appelle le mésusage esthétique. Et d'ailleurs, l'agence du dopage est dessus en ce moment parce que on a des nouvelles molécules qui vont arriver. Et ça, c'est tout l'intérêt aussi pour nos patients à nous. Mais c'est un risque pour le mésusage esthétique. C'est comment préserver la masse musculaire pour les futurs médicaments. Alors, on précise que le diabète, et parce qu'on va parler remboursement, le diabète est une affection de longue durée, maladie chronique. L'obésité n'est pas reconnue en France comme affection de longue durée. Alors, Wegovy, Ozempic, Mounjaro, qu'est-ce qui est remboursé? Donc, l'Ozempic est remboursé dans le cadre du diabète puisque c'est une affection de longue durée. Donc, c'est pris en charge à 100%. Donc ça, c'est pris en charge. Donc, c'est une partie, donc 30% par assurance maladie, le reste par votre complémentaire. Le Wegovy et le Mounjaro ne sont pas pris en charge aujourd'hui, même si on a des indications par la Haute Autorité de Santé qui recommandent, selon des critères précis dans l'obésité. Oui, avec une obésité sévère, avec des comorbidités, etc. Exactement, ça va venir, on va dire, dans les années qui sait, là, c'est l'agenda. Et ça reste des décisions gouvernementales et des négociations de prix. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas remboursé. Ces médicaments sont à prendre à vie ou pas pour le diabète, pour l'obésité? Merci de poser la question, c'est le message important. C'est un traitement d'une maladie chronique au long cours. C'est donc un traitement
à vie. Il n'est pas supposé être arrêté. Et si on arrête, il se passe quoi pour le Si on diabète, pour arrête, l'obésité? si on arrête, c'est les études qui nous le disent. On a déjà dans le diabète, une remontée de l'équilibre de l'hémoglobine glyquée dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc un déséquilibre du diabète qui revient et surtout, une remontée du poids avec plus de 70 du poids qui était perdu qui revient, qui remonte. Qu'est-ce qu'on a quand même comme recul? Parce qu'on parle effectivement pour les gens, c'est des molécules miracles. Dans 30 ans, est-ce qu'on risque de voir apparaître des conséquences à la prise de ces médicaments? Je comprends tout à fait la question, j'y réponds souvent et je pense que c'est normal de poser la question, sachant qu'on vit, avec un passé et des scandales sanitaires sur, des médicaments de perte de poids qui ont eu un impact. Maintenant, il y a un risque théorique, bien sûr, au long cours, comme tout médicament. Et il y a un risque actuel qui est connu, que ça soit dans le diabète ou l'obésité, c'est on est sûr aujourd'hui que si on poursuit le diabète et l'obésité, on a un risque de survenue de complications, maladies cardiovasculaires, rénales, cérébrales. On le sait en tous les cas que l'on a ce risque qui est lui figé. Donc la balance bénéfice-risque aujourd'hui, elle est en faveur de la mise sous ce médicament dans le cas de ces pathologies, bien sûr. D'autant, enfin, ces médicaments continuent de susciter l'engouement puisque, on parle de potentiels bénéfices, outre tout ce dont on vient de parler, sur l'arthrose ou encore même sur la maladie d'Alzheimer. Il y a des études en cours? Il y a quoi? Bien sûr, il y a beaucoup d'études. Alors pourquoi? Parce que déjà, juste pour vous donner la vision, pourquoi on est si intéressé par ces études et dans d'autres maladies? Parce qu'en fait, le GLP-1 notamment, et d'autres, et tous les futurs médicaments qui arrivent, ils ont des récepteurs bien partout en fait dans le corps, et notamment dans le cerveau, dans le cœur, dans le rein, et donc et ils ont un Les effet récepteurs à cette autre, hormone? les récepteurs à cette hormone, et D'accord. ils ont un effet indépendant, il faut bien l'entendre, que juste la perte de poids, et notamment un effet anti-inflammatoire. Donc ça nous a ouvert la porte à se poser des questions sur jusqu'où ça pourrait être Mmh. impactant. Alors c'est en cours, sur l'arthrose c'est en cours, on sait que le fait de perdre du poids, subjectivement, les patients qui souffraient ont des améliorations cliniques par le mécanisme mécanique de Mmh. perte de poids. Maintenant, on s'intéresse surtout à l'inflammation et donc ça c'est en cours, je ne peux pas conclure là-dessus. Il y a des études très intéressantes sur Alzheimer, alors moins sur la maladie déjà développée, plus maintenant on se Ouais. tourne vers la prévention. Pareil, sur ce mécanisme anti-inflammatoire, il y a des études dans l'alcoolisme, notamment Dans la dépendance? dans la dépendance, même les jeux. C'est quelque chose qui est en cours parce que justement, ça touche certains récepteurs du circuit de la récompense. Voilà, donc ce sont des choses qui sont en cours et forcément, c'est un dynamisme de recherche fou et très intéressant. J'ai une question très concrète, on sait que quand il y a eu un usage détourné, de l'Ozempic, il y a des patients qui ont manqué, de médicaments parce que, voilà, il y a un problème d'approvisionnement, parce que d'autres en prenaient pour un autre usage. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours ces problèmes-là ou ils sont prioritaires de toute façon les diabétiques? Alors, d'où déjà la création de l'Ozempic versus Wegovy, et aujourd'hui, on s'assure en tous les cas que les patients diabétiques ont bien leur traitement, et notamment parce que le médecin qui le prescrit est obligé aujourd'hui de faire un certificat qui est validé par le médecin conseil de l'assurance maladie pour être sûr que la personne qui va recevoir le traitement de l'Ozempic est bien diabétique, et le pharmacien vérifie ce certificat. Mmh. Donc pour les patients diabétiques, nous n'avons plus aujourd'hui de risque, en tous les cas de carence. Maintenant, vous avez vu l'engouement, donc on ne sait pas ce qui est fait demain. On n'est pas en situation actuelle de carence, mais il y a un dynamisme que l'Agence de sécurité du médicament surveille. On va continuer cet entretien dans quelques instants. Pour l'instant, c'est l'heure de retrouver la chronique avec science. Aujourd'hui, Alexandra Delbo nous parle d'un patient sauvé de la détresse respiratoire grâce à un poumon artificiel. Comment un patient a-t-il vécu 2 jours sans aucun poumon? C'est un patient de 33 ans, jusque-là en parfaite santé, qui a d'abord contracté une simple grippe. Dans les semaines suivantes, une surinfection bactérienne vient s'ajouter à l'infection virale et tout s'emballe. Le pathogène est résistant à certains antibiotiques et le patient développe alors un SDRA, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, le même type de complications que l'on observait dans les formes graves de Covid-19. Édouard Sage est chef du service de chirurgie thoracique et de transplantation pulmonaire à l'hôpital Foch. C'est un gros syndrome qui, au final, fait que les patients sont défaillants d'un organe, qui est le poumon, et qui engendre du coup la nécessité, dans les formes les moins graves, de mettre de l'oxygène, et dans les formes de plus en plus prononcées, d'avoir des patients qui ont besoin d'être intubés, d'être ventilés, et d'avoir une assistance circulatoire extracorporelle
l'acronyme anglo-saxon qui est ECMO, qui en français veut dire membrane d'oxygénation extracorporelle. On sait, et ça c'est la période pandémique Covid a vraiment conforté dans le fait que le poumon est un organe qui va réellement cicatriser si on lui laisse le temps de le faire. La problématique, et c'est là où en fait on finit par aller dans la balance bénéfice-risque systématique qu'on voit en médecine, mais c'est de se dire qu'en fait oui, si on avait suffisamment de temps, on sait que le patient va guérir, mais on sait aussi dans le même temps que en réanimation, intubé ventilé, on sait qu'il y a des surinfections qui viennent se créer, et donc c'est dans ce contexte-là de infection virale, surinfection bactérienne, on sait que là, pour le coup, on est sur une ligne de crête, on sait pas si le malade va pouvoir guérir ou s'il ne va pas guérir. Plus on attend, plus les chances de récupération du poumon augmentent, mais pas forcément celles du reste du corps. Dans ces situations où le temps manque, une greffe peut être envisagée, mais elle comporte aussi des risques. Pour éviter le rejet, il faut administrer des immunosuppresseurs, donc affaiblir le système immunitaire, avec le danger donc que l'infection reparte de plus belle. Les équipes médicales ont alors choisi une troisième voie, beaucoup plus radicale, lui retirer les 2 poumons pour laisser le temps à l'infection de guérir. C'est ce rapport de cas qui est publié dans une nouvelle étude de la revue Med, et c'est là qu'intervient le poumon artificiel. Alors c'est un poumon artificiel avec des guillemets parce que l'ECMO, le système disons classique en réanimation en cas de détresse respiratoire, est déjà une forme de poumon artificiel. Mais ici, il ne vient pas simplement assister les poumons, il prend entièrement le relais de la fonction respiratoire, donc de l'oxygénation du sang et de l'élimination du CO2. Les chirurgiens de l'université de Northwestern à Chicago ont réalisé un ECMO classique en y ajoutant un petit pont, un shunt très utilisé en chirurgie cardiaque et donc détourné de son usage initial. Une technique pas tout à fait nouvelle, mais qui a permis aux patients de vivre 48 heures sans poumon avant d'en recevoir de nouveau. C'est pas une nouveauté, c'est pas une première mondiale, parce que en 2016, l'équipe de Toronto avait déjà publié le même principe. C'était un patient jeune, une insuffisance respiratoire liée à un virus, une infection bactérienne, et la nécessité de retirer les 2 poumons et d'avoir un patient qui était resté pas 48 heures, mais qui était resté 6 jours sans poumon, avec des outils qu'on avait considérés comme du poumon artificiel, là encore, qu'on n'avait pas appelé de cette manière-là, qui étaient des ECMO qui avaient été mis en place, en fait. Mais eux, plutôt que créer ce shunt-là, avaient remis une autre circulation extracorporelle, c'est-à-dire qu'il y avait 2 machines d'assistance circulatoire qui étaient mises en place en parallèle. Et donc, du coup, ça complexifiait très clairement les choses. Là, on est sur une étape supplémentaire de simplification d'un process extrêmement complexe. Et ce que nous montre cette étude-là, ou en tout cas ce cas, c'est que c'est possible. Et donc, du coup, c'est une ouverture possible vers une thérapeutique simplifiée de cas d'exception. Cela fait maintenant presque 3 ans que ce patient a été opéré. Il se porte très bien. Sa capacité respiratoire est excellente pour un double greffé, mais cette procédure reste exceptionnelle et ne deviendra jamais un traitement de routine du SDRA. Elle montre en revanche une simplification, que ce dispositif est utilisable avec une solution un petit peu plus clé en main dans ces cas très particuliers. Ce qui est intéressant dans cette étude, ce n'est pas seulement l'aspect technique, mais l'analyse approfondie des anciens poumons, ceux qui étaient malade. Et résultat, le patient n'aurait jamais pu guérir sans greffe, tant les tissus étaient atteints. C'était donc la meilleure décision médicale à prendre. Cela souligne aussi une limite actuelle dans la prise en charge du SDRA. Il est impossible de véritablement prédire l'évolution d'un patient, alors le mieux est d'éviter de développer ce syndrome et l'un des meilleurs moyens quand il s'agit d'infection reste la vaccination. Carnet de santé. Encore une question, docteur Kadouche. Le 1er décembre 2025, l'OMS a reconnu que les médicaments commercialisés sous le nom d'Ozempic, de Wegovy ou de Mounjaro pourraient aider à lutter contre l'obésité, qui touche 1 milliard de personnes dans le monde. Est-ce qu'honnêtement, vu que ça coûte 300 € à peu près par mois non pris en charge, on ne va pas vers une médecine à 2 vitesses? Par exemple, les pays en développement où il y a énormément d'obèses, est-ce qu'ils pourront offrir ça à leur population ou c'est vraiment la double peine? Alors, juste pour être précis sur les prix, c'est variable selon la dose. On commence entre 150 et 70, mais ça peut monter même plus loin, à 450 €, Marina. C'est important que vous l'entendiez. Oui, il y a un gros problème. Il y a un gros problème de disparité sociale. Ça veut dire, déjà qu'on sait que l'obésité, par exemple, et même le diabète, ça touche des populations qui sont socialement défavorisées. Il va falloir une solution rapide, en fait. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas éthique, en fait. Il va falloir une position, en tous les cas, de prise en charge pour cette pathologie qui est chronique et qui aurait dû être déclarée comme une affection de longue durée. C'est des discussions avec les laboratoires? C'est des discussions entre l'État et le laboratoire et des comités qu'on appelle CEPS, c'est-à-dire des comités qui négocient le prix de toute façon des produits et des médicaments en France, quoi.
Merci beaucoup. Yann Acadou, vous dû nous expliquer tout ça très clairement. Merci beaucoup à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Julien Moulet qui l'a réalisée et mise en onde.